Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce bel amphithéâtre pour l'ouverture du cycle Musique, la Philharmonie au Collège de France. Un cycle qui va se dérouler, se déployer jusqu'à la fin du mois de mars. Merci au Collège pour son invitation. Avant d'entrer dans la discussion de ce soir en compagnie d'Olivier Mantéi, Rima Abdul-Malak et Pierre-Michel Menger, nous laissons bien sûr la parole au professeur Thomas Römer, qui nous accueille en sa qualité d'administrateur du Collège de France. Bonsoir à vous et merci. Merci. Bonsoir. Mesdames, Messieurs les ministres, chère Rima Abdul-Malak, chère Roselyne Bachelot, cher Franck Riester, Monsieur le directeur général de la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, cher Olivier Mantéi, Mesdames, Messieurs les représentants, présidents, directeurs, directrices d'établissements publics, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs. Vous le savez peut-être que depuis plusieurs années, le Collège de France, évidemment, a son programme régulier de cours, de séminaires, de colloques, mais au-delà, on propose également des cycles thématiques en soirée, souvent en collaboration avec une grande institution partenaire. Et après l'opéra, la bande dessinée, les Jeux olympiques, la comédie française et plusieurs participations à la Nuit des idées, donc c'est ce soir une grande joie de vous accueillir au Collège de France pour inaugurer le cycle Musique, la Philharmonie au Collège de France. C'est un cycle qui est né d'un dialogue fécond entre deux institutions qui sont certes très différentes, mais qui en même temps partagent une même ambition, celle de rendre le savoir et la création accessibles à tous les publics, sans renoncer à l'exigence qui les accompagne. C'est donc un cycle de 6 rencontres qui, comme toutes les manifestations du Collège de France, sont ouvertes à toutes et à tous gratuitement et qui mettra en place tout au long de cette année universitaire un dialogue entre artistes, créateurs, professeurs du Collège de France autour de la musique sous toutes ses formes, en lien avec les questions, mais aussi les secteurs de la création de la culture qui les traversent, la composition, la scène, les autres arts, de la littérature aux arts visuels, l'image, l'histoire et bien sûr l'expérience de l'écoute. Je voudrais remercier les artistes et musiciens d'exception qui ont bien voulu s'associer à notre initiative pour donner naissance à une belle programmation aux côtés de nos professeurs. Vous aurez dans les cycles à venir M. Thierry Esquèche, Pascal Dussapin, qui d'ailleurs a occupé ici une chaire annuelle, Nessia Jones, Sonia Wieder-Atherton, Gaël Schwan, Esa-Pekka Salonen et Christian Thompson. Il faut attendre les soirées à venir, mais ce soir on a aussi un magnifique panel. Et il y aura la musique aussi un peu. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Olivier Mantéi, directeur général de la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris. Son enthousiasme et sa vision d'une culture vivante, ouverte et partagée ont été déterminants pour que ce projet puisse voir le jour. Cher Olivier Mantéi, merci d'avoir accepté de faire dialoguer nos deux maisons qui, comme je disais, sont unies quand même par certaines convictions, et notamment que la culture est à la fois un droit, mais aussi une nécessité et un plaisir. La Philharmonie de Paris, depuis son ouverture en 2015, s'est imposée non seulement comme l'un des plus grands auditoriums du monde, mais aussi comme un laboratoire d'idées et d'émotions, un lieu où la musique s'écoute, se pense, se visite, s'enseigne et se transmet. Son rayonnement international doit d'ailleurs beaucoup à l'héritage de Pierre Boulez, qui, comme vous le savez sans doute, fut professeur au Collège de France de 1978 à 1995, et dont l'auditorium de la Philharmonie porte le nom. Le rapprochement entre nos deux institutions prend tout son sens. La Cité de la Musique Philharmonie de Paris, un lieu d'écoute et de la création, vient au Collège de France, lieu surtout de parole, pas exclusivement, mais de parole et de pensée. Le Collège de France, depuis près de 5 siècles, on est un peu plus âgé que vous, a pour mission la libre diffusion du savoir, et la Cité de la Musique, la Philharmonie de Paris, défend de son côté l'idée d'une démocratisation culturelle exigeante, non pas pour abaisser l'ambition, mais ouvrir les voies d'accès, susciter la rencontre, accompagner l'écoute. Ces valeurs communes dont nos invités vont sans doute nous parler ce soir
trouve dans ce cycle une magnifique traduction. Pour terminer, je souhaite, parce qu'on m'a dit qu'il faut être bref, parce que voilà, je souhaite adresser mes remerciements au professeur William Marx, titulaire de la chaire littérature comparée, qui a bien voulu assurer la coordination de ce programme, ainsi aux équipes des deux institutions qui ont rendu possible cette soirée et celles qui suivront, notamment Chloé Combrelin, qui a accepté d'en assurer la modération. Et je suis sûr que ces rencontres vont nourrir la curiosité, faire dialoguer les arts et les savoirs, et rappeler que la musique, comme la recherche, est un acte de partage et aussi un moyen d'émancipation. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager autour de vous l'existence de ce cycle, qui est enregistré d'ailleurs, et que vous pouvez également retrouver en ligne sur notre site Internet. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie d'être venu et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'administrateur. Merci, cher Thomas. On est bien sûr très heureux et très en phase avec tout ce que vous venez de dire, même si vous l'avez mieux dit que nous ne l'aurions fait. Je peux vous l'assurer, mais merci beaucoup. Merci aux équipes du Collège de France, à celles de la Philharmonie. Et je dois dire, c'est un honneur pour la Philharmonie, mais d'autant plus, on est en phase, je disais, parce que c'est une année d'anniversaire pour nous. Les 100 ans de Pierre Boulez, dont vous parliez à l'instant, les 30 ans de la Cité de la musique et les 10 ans de la Philharmonie. Donc, je dois dire que notre rencontre en cette fin d'année tombe bien. Merci. Alors, différentes questions, différents sujets vont donc être au cours de ce cycle mis en discussion, vous l'avez compris, avec des personnalités liées à la Philharmonie de Paris et des professeurs du Collège de France. L'écoute sera sans doute plus encore qu'un thème, un fil rouge de ces rencontres. L'écoute, condition nécessaire à la conversation, à la relation, à l'autre et aux arts, peut-être particulièrement dans les temps que nous vivons. Ce soir, nous allons envisager cette première discussion comme une vaste introduction autour de la question des publics, en essayant, tout en admettant que nous ne pourrons pas faire le tour du sujet en 1 heure, en essayant en tout cas d'échanger sur quelques enjeux de longue durée qui occupent les lieux de musique, plus particulièrement les lieux de musique classique, comme l'est donc la Cité de la musique Philharmonie de Paris. Avec nous, le directeur de cet établissement, Olivier Mantéi, Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture de 2022 à 2024, après avoir été conseillère culture du président de la République, mais aussi plutôt attachée culturelle à l'ambassade de France à New York, conseillère culture du maire de Paris, Bertrand Delanoë, en l'occurrence à l'époque, et aujourd'hui, depuis tout récemment, directrice du groupe de presse libanais L'Orient le Jour. Et bien sûr, Pierre-Michel Menger, professeur, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur ici au Collège de France. Je ne vais pas citer tous vos ouvrages, car effectivement, nous avons peu de temps, mais rappelez quand même l'importance du livre « Le paradoxe du musicien, le compositeur, le mélomane et l'État dans la société contemporaine », publié en 1983, réédité en 2001. Et signaler que votre cours, ici, de janvier et février prochain, sera titré « Les arts au défi des sciences sociales ». Bonsoir à tous les trois. Olivier Mantéi, pour entrer directement dans cette question des publics. On sait qu'un peu plus d'1,5 million de personnes sont venues à la Philharmonie de Paris la saison dernière. Que dit-on lorsqu'on dit ça? Est-ce que vous pouvez un peu nous situer ce chiffre dans son évolution et souligner peut-être ce qui vous paraît important dans ce que vous savez de ces personnes, de ces publics? Alors, pardon Pierre-Michel, mais je vais avoir une approche plus empirique que scientifique. D'abord, on a fait une étude des publics précise il y a 10 ans. On va en refaire une l'année prochaine, donc nous aurons des données un peu plus fraîches. Donc il faudra nous réinviter, je suis désolé, avec des chiffres pour le coup très précis. Mais on peut néanmoins
vous donner quelques chiffres qui sont des repères. Donc 1 500 000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avant et après la Philharmonie? C'est qu'on a multiplié par 4 ou 5 la jauge disponible pour la musique dans un même espace, finalement, ce qui est colossal. La Cité de la Musique remplissait à 92% ses salles de concert. Aujourd'hui, la Cité de la Musique plus la Philharmonie, qui représente 450 levées de rideau par an, sont remplis à 92%, ce qui, bien sûr, permet une plus grande diversité des publics dans les âges, dans les cultures, dans les origines. Pour être un peu plus précis, on a quand même 2 données qu'on a pu quantifier sur les 1 500 000 personnes qui viennent à la Philharmonie. 45% sont constitués de familles scolaires et de moins de 28 ans, c'est-à-dire presque 1 sur 2. C'est une donnée extrêmement forte. Et une personne qui paye sa place au concert classique, par exemple, sachant qu'on ne fait pas que du concert classique, a moins de 28 ans. Alors, on peut se dire, ce n'est qu'1 sur 10. Mais ce chiffre a doublé en 4 ans. Donc, s'il continue à doubler, et là, c'est intéressant de voir pourquoi il doublerait et quelle est la trajectoire que l'on se donne et comment c'est possible. En effet, il y aura une modification du paysage du public du concert classique. On le cible, lui, plus qu'un autre. Pourquoi? Parce que je me souviens des études d'Olivier Donat. Les premières études, je pense, en tous les cas, c'est celles que j'ai connues, où le public de musique classique avait 39 ans en moyenne, je crois, 38 ans. Et on s'est rendu compte que 20 ans après, ils avaient 20 ans de plus. Et là, on s'est dit, ah, dans 20 ans, ils auront encore 20 ans de plus. Et c'est là, je crois, où il y a eu une vraie prise de conscience politique et un projet qui est né à la Cité de la Musique. Alors, effectivement, c'est en plein dans notre sujet de voir comment on arrive à cette évolution, sur quels critères finalement ça se joue, comment on peut nourrir ça, faire naître ça. Mais pour rester encore un instant, et finalement c'est le même sujet, cette étude que vous citiez donc sur les publics de la Philharmonie, effectivement elle date un peu, elle portait sur la saison 2016-2017. Mais elle est intéressante quand même parce que 2016-2017, c'était seulement la 2e saison complète de la Philharmonie, Cité de la Musique Philharmonie, la 2e saison complète après l'ouverture du bâtiment de Jean Nouvel, donc celui à proprement parler de la Philharmonie, puisque la Cité de la Musique avait déjà ouvert 20 ans plus tôt. Et donc ça nous ramène au débat qu'on pouvait lire et entendre à l'époque, juste avant l'ouverture du bâtiment de Jean Nouvel, donc juste avant 2015, Pierre-Michel Menger débat sur le mode le public de la musique classique va-t-il venir porte de Pantin, cette magnifique salle symphonique, est-elle vraiment à sa place dans l'Est parisien, au bord du périphérique? Que nous disaient finalement ces doutes de l'époque sur peut-être la sociologie des publics de la musique classique, ou en tout cas sur l'image que l'on se fait de ces publics? Oui, une métropole, une grande ville comme Paris a toujours sa géographie culturelle. Pour la musique classique notamment, c'était essentiellement une géographie basée sur les grandes salles de concert qui étaient dans l'ouest parisien. Et une des craintes, évidemment, c'était de se dire, si on déporte l'offre de musique classique vers l'est parisien, les publics de l'ouest parisien ne viendront pas. Or, ça n'est pas vrai. D'abord, c'est toujours dans des innovations, il y a le raisonnement qui consiste à projeter des tendances linéaires en disant alors, est-ce que ça va marcher ou pas, et puis il y a l'effet propre d'une innovation qui fait bouger les lignes, tout simplement. Il y a un avant et un après, et donc le raisonnement doit être non linéaire. Et quand on regardait les données, puisque l'enquête de 2016 était très bien faite, elle avait été très complète, elle mesurait aussi l'implantation des spectateurs, géographique des spectateurs, leur origine géographique, et on voyait, il y avait des comparaisons entre est-ce que l'Est parisien a recruté
plus que proportionnellement, c'est-à-dire que plus que ça part dans la population parisienne. Effectivement, l'Est parisien a réussi, le 19e, le 10e arrondissement ont réussi à attirer un public certainement un peu différent ou très différent. Je n'ai pas examiné toutes les données. Mon rêve serait d'avoir toutes ces données et de les croiser entre elles, mais le sociologue a un appétit sans limite. Voilà. Mais enfin, c'est vrai, et en même temps, il y avait un effet de peut-être moindre fréquentation, mais pas considérable, de l'Ouest parisien. Il se trouve que les salles de la Philharmonie et sa salle principale, celle qui est bien nommée Pierre Boulez, auquel nous avons consacré ici même un colloque au mois de mai dernier, cette salle attire parce que l'offre est considérable et elle est très brillante, y compris dans ses modalités innovantes, et qu'en outre, la Philharmonie est un complexe de services, à la fois de concerts, mais aussi de services éducatifs. Ça, c'était le grand projet de Laurent Bell et de Boulez lui-même, et des services aussi muséaux. Et donc, on agrège des populations et en outre, l'offre de musique est plus variée que celle d'un simple concert de musique classique ou d'une institution de musique classique, puisqu'elle offre plus de diversité de musique. Et donc, tous ces phénomènes-là ont effectivement bousculé les choses. Ce qui est intéressant aussi, et je vais finir sur ce point, je sais que Chloé a raison de surveiller la montre, parce qu'il faut dire beaucoup de choses en peu de temps, c'est qu'au fond, quand vous déplacez un ensemble ou quand vous créez une nouvelle offre culturelle, la question se pose toujours de savoir si, au fond, elle va suivre l'évolution de la ville. La ville se modifie, la ville s'embourgeoise d'une certaine manière, le coût de l'immobilier, le coût des loyers, etc., poussent des populations vers certains arrondissements. De fait, ou alors est-ce que cette offre culturelle va pousser à gentrifier, comme on dit, les quartiers qui étaient jusque-là moins bourgeois, un peu plus populaires? C'est toujours une vraie question et ça a été étudié de bien des manières. Ici, le facteur qui a certainement joué pour unifier davantage les mobilités vers la Philharmonie, c'est tout simplement que la population française est beaucoup plus instruite et que le niveau d'instruction est le meilleur prédicteur de l'appétit pour la culture. Et ça se voit extrêmement bien dans l'enquête. Alors on pourra toujours se lamenter sur le thème qui n'y va pas, mais il faut quand même se réjouir de voir qu'en profondeur, on a une fréquentation qui est abondante. Rima Mzelmalak, je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez donc à la mairie de Paris juste avant l'ouverture de la Philharmonie, dans la dernière ligne droite, disons. Comment est-ce que vous regardiez et entendiez tous ces doutes à l'époque, et surtout, pour aussi avancer, quels enseignements finalement tirer de la manière dont ça s'est effectivement passé? Oui, effectivement, moi j'ai travaillé 6 ans de 2008 à 2014 à la mairie de Paris sur finalement les 6 années de préparation. C'était une des grandes priorités, l'ouverture de la Philharmonie en lien avec l'État, mais il y a eu des phases d'arrêt, des phases de reprise, des phases de doute des deux côtés. Mais je dois dire que Bertrand Delanoë a toujours gardé la motivation, le cap et une vision extrêmement claire de la nécessité de ce projet. Il y a eu des débats en interne avec ses propres adjoints, notamment sa première adjointe, qui n'y croyait pas totalement au début. Donc voilà, il y avait un travail de conviction en permanence. Il y avait systématiquement cette question « le public ne viendra pas », comme si c'était une fatalité. Heureusement, l'avenir a montré qu'il n'y avait pas de fatalité en la matière. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça s'inscrivait quand même, ce nouvel équipement n'était pas pensé comme ça, hors sol, parachuté sur le parc de la Villette, mais comme s'inscrivant dans une politique plus globale de développement de l'éducation artistique et musicale, du développement de nouveaux conservatoires, extension de conservatoires, modernisation des conservatoires. Je me souviens de l'inauguration du conservatoire du 13e avec des cours de modern jazz, d'impro, des cours collectifs, enfin toute cette nouvelle pédagogie aussi de la musique qui était à l'œuvre à l'époque. Et là aussi, tout le monde nous disait, mais est-ce que vraiment il y a besoin d'un nouveau conservatoire dans le 13e? Et toutes les études qu'on faisait auprès des familles montraient que oui, et les demandes d'inscription étaient énormes chez des familles de toutes les catégories sociales. Donc
Il y a eu cette politique d'extension et de développement des conservatoires. Il y a eu la politique aussi de développement de l'éducation musicale dans les écoles, la ville de Paris étant la seule collectivité à avoir des professeurs ville de Paris financés par la municipalité en musique et en arts plastiques, en plus des, on va dire, effectifs nationaux. Et toute la réforme des rythmes éducatifs qui a eu lieu à ce moment-là, si vous vous souvenez, Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale, qui nous a amené à repenser le tranche horaire 15h30, 17h30. Et là, il y a eu d'énormes inégalités sur le territoire en réalité français, parce qu'il y a les collectivités qui ont mis les budgets pour avoir des activités de qualité proposées aussi par des grandes institutions, et d'autres qui ont fait avec les moyens du bord, avec des animateurs BAFA à peine formés, et il n'y a pas eu toujours sur l'ensemble du territoire français des propositions de qualité. Mais à Paris, on avait mis un point d'honneur à ce qu'on apporte le meilleur pour tous les enfants de toutes les écoles. Et donc tout ça a préparé aussi le programme éducatif qui était au cœur du nouveau projet de la Philharmonie. C'était pas juste une grande salle symphonique pour accueillir les phalanges internationales, avec une acoustique incroyable, avec une architecture qui va être un vrai geste dans la ville. C'était pas que aussi un rééquilibrage dans le territoire vers l'Est et pas que vers l'Ouest, c'était aussi un projet d'éducation et de transmission. Et ça, c'était vraiment très central dans le projet, d'où après la Philharmonie des enfants, tout ce qui s'est déployé, mais je laisserai Olivier en parler évidemment mieux que moi. Et en fait, c'est de se dire tout cet investissement, c'est pour l'avenir. C'est des petites graines pour construire les publics de demain, parce qu'effectivement, toutes les études nous effrayaient de voir que c'était un public qui vieillissait. Et si on n'arrivait pas à avoir les nouvelles générations, ben, ce public allait fatalement s'éteindre à un moment donné. Donc quand on avait des débats budgétaires aussi sur le coût d'un tel projet, il y a eu autour de l'année 2009 une grosse crise aussi, on a dû réduire les budgets, ça a été les premières coupes budgétaires un peu douloureuses. Le maire a tenu coûte que coûte à garder ce grand projet. Je me souviens même des débats avec les Verts qui trouvaient qu'on mettait trop d'argent sur des grands équipements et qu'il fallait aider plutôt les petits. Small is beautiful, nous disaient tout le temps les élus Verts. Et je pouvais comprendre aussi cette approche, mais on avait besoin de grands paquebots pour porter l'étendard de la transmission et de l'éducation artistique. Et c'était ça l'investissement, en fait. C'était de leur dire chaque euro, c'est pour les générations futures. Et ça a été fait. 10 ans après, on peut dire que cet argent a été bien dépensé. Alors, ce qu'on entend là aussi, évidemment, Pierre-Michel Menger, c'est la question sous-jacente, c'est l'éternelle question de la démocratisation culturelle, paradigme dominant de toutes les politiques culturelles en France depuis le Front populaire au moins, dites-vous. Finalement, cette question, justement, est-ce que là, on vient de décrire déjà une petite décennie, en fait, et on voit à quel point ça a évolué. Est-ce que finalement, poser toujours cette question d'année en année, de décennie en décennie, dans les mêmes termes, alors que la société évolue dans le même temps, est-ce que ça a du sens de continuer à la poser de la même manière ? Oui, alors, c'est vrai qu'il y a une histoire de cette affaire de démocratisation culturelle. Savez-vous qu'en 1880, l'Assemblée nationale débattait du fait de créer un opéra populaire, où ça, dans le quartier de la Bastille, en 1880, au motif d'avoir un opéra moderne et populaire qui soit ouvert à tous. Tout simplement parce que l'Opéra de Paris dévorait plus de la moitié, ou largement plus que la moitié des budgets de l'époque alloués aux arts. L'affaire se transforme un peu dans les années 30, quand le Front populaire se préoccupe beaucoup de la dimension à la fois culturelle et éducative de l'art. Et il faut résoudre un problème sérieux qui est: est-ce qu'on va donner à admirer à la population entière ce qui est le produit de sociétés qui étaient, par exemple, d'Ancien Régime, des sociétés profondément divisées en ordres, en classes. Et donc, est-ce que les œuvres reflètent ou non ces conditions de production? Et finalement, le débat a été tranché, y compris par le Parti communiste lui-même, en disant non, l'art ne peut pas être intégralement réduit à ces conditions de production. Autrement dit, il ouvrait la porte à une démocratisation, y compris par l'accès aux œuvres les plus savantes.
Ça a été le grand argument de Malraux ensuite, en 1959, quand le ministère de la Culture a été créé. L'argument était donner à admirer le plus beau de la civilisation des arts et permettre à chacun, en quelque sorte, de progresser dans la connaissance de ce que une civilisation, l'Europe et la France, peut offrir de meilleur à ses citoyens. Et puis ensuite, cette idée de démocratisation entre un peu en conflit avec l'idée de démocratie culturelle. C'est-à-dire que la démocratisation était plutôt verticale, les arts étaient hiérarchisés, et la démocratie, c'est de dire non, on ne peut plus hiérarchiser les choses comme ça, les musiques populaires méritent l'attention autant que les musiques savantes, et on a même élargi beaucoup le périmètre, puisqu'on a intégré la bande dessinée dont il a été question, la cuisine, beaucoup d'arts qui étaient considérés auparavant comme non artistiques ou extra-culturels ont été intégrés. Et donc, on a en quelque sorte ouvert le jeu en disant on va opérer sur deux plans. On ne va pas lâcher l'objectif de la démocratisation parce que c'est un objectif majeur, à la fois culturel et éducatif, mais on va aussi détendre en quelque sorte les hiérarchies et les ouvrir. Et une institution comme la Philharmonie, si je l'ai bien compris, est allée aussi dans ce sens-là. Elle tient bon sur le thème « Il n'est pas question de lâcher » sur l'art le plus savant, l'art de la musique classique, qui est un art profondément savant, mais qui est profondément accessible une fois qu'on s'y engage. Et en même temps, on ouvre le jeu à d'autres œuvres, à d'autres musiques, au-delà de ce noyau dur. Et maintenant, certains préfèrent parler de droit culturel, d'ailleurs, plutôt même que de démocratie culturelle. Donc c'est encore une évolution. Voilà, absolument. Alors, Olivier Mantéi, il y a quelques mois, dans une interview au journal Le Monde, vous disiez notamment « Aujourd'hui, on veut une culture pour tous, capable non de plaire à tout à chacun, mais à tout le monde ». Donc vous regrettiez cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette différence que vous faites entre culture pour tous et culture pour chacun, étant entendu ce que vient de dire Pierre-Michel Menger? Oui, alors je repars un peu de Malraux. Il n'emploie pas le mot démocratisation d'ailleurs, je crois, mais le sujet arrive en force à ce moment-là et pose un malentendu, en fait, je pense. Et en cela, la Philharmonie tente d'y répondre. Et j'ajoute, je fais une parenthèse, pardon, tente d'y répondre sur le temps long. Le temps long, le temps politique que l'on n'a pas, généralement. Et à la Philharmonie, on l'a eu. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui naît avec un artiste, un compositeur savant, et qui est porté d'abord par Brigitte Marget, ensuite Laurent Bell, très longtemps, et qui lui-même a porté le projet jusqu'à son terme de la Philharmonie de Paris, qui s'est adossé à la Cité de la Musique. Ce temps long est exceptionnel. Ce temps long permet d'avoir un projet et de le mener indépendamment, pardon, mesdames les ministres, de la succession des politiques culturelles. Voilà. Et je pense que son résultat aujourd'hui, s'il aboutit, c'est l'affaire, bien sûr, d'un temps long, de beaucoup de personnes qui y ont contribué, y compris les appuis politiques de la ville, du ministère de la Culture, à des moments très, très compliqués, mais il est fondamental pour cette démocratisation. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un temps rare, le temps long. On est vraiment dans la réactivité très vite. On n'a pas le droit de poser un problème, d'y réfléchir. Il faut réagir immédiatement. Et on essaye, nous, de ralentir ce temps-là, avec des résultats, je pense. Pour aller au bout de cette réflexion, si les publics changent, alors je disais empiriquement, on voit en effet un public changer, des jeunes, des cultures différentes, et pas seulement à des programmes de concerts qui leur ressemblent. Il y a une vraie diversité et un mélange des publics que l'on observe. On verra ce que dit l'étude l'année prochaine. Il y a plusieurs facteurs à ça. Rima en parlait à l'instant. Il y a bien évidemment tout le travail qui est fait d'accompagnement, d'ouverture, de médiation autour du projet de la Philharmonie. Il y a l'emplacement géographique qui compte. Il y a le lieu lui-même, la salle, l'architecture,
imposante comme ça, mais la qualité de la salle est un facteur fédérateur, est un facteur qui rassemble, c'est très important. Mais je dirais, de mon observation récente, le facteur le plus important, c'est la transversalité des disciplines, des genres, des cultures. Si vous regardez le programme de la Philharmonie, de sa maison d'édition, de sa médiathèque jusqu'à la salle Pierre Boulez, en passant par, en effet, un département d'éducation extrêmement fort, la Philharmonie des enfants, les orchestres et son musée national, il y a un schéma unique au monde qui, je pense, porte des résultats particuliers. Je réponds à la question, pardon, j'étais un peu long, mais je serai prêt. Le malentendu sur la démocratisation, c'est-à-dire que quand on dit culture pour tous, on va essayer de faire rentrer tout le monde dans une même boîte pour un même projet artistique, forcément dans le compromis. Il va falloir modifier le contenu plutôt que le contenant. Et quand on modifie le contenu, ben forcément, il y a un appauvrissement de quelque chose et on l'observe dans bien des endroits qui, je pense, il faut éviter absolument. Donc, le tout à chacun est déjà différent. C'est-à-dire de considérer que chacun peut accéder à. Je l'ai ressenti aussi quand on m'a invité à parler des ICC, des industries culturelles et créatives. Nous sommes devenus des industries culturelles et créatives parce qu'on se duplique, on crée des produits commerciaux, on s'exporte, on a une logique plus commerciale, plus marchande. Parce que vous êtes une force économique aussi, pas que culturelle. Et on est une force économique aussi. Et donc forcément, on change, on se modifie, on se digitalise, on se dématérialise, mais attention, là c'est pareil, c'est le même problème, c'est que on est derrière l'action créative, on est tous créatifs à un moment donné dans notre journée, mais on ne fait pas tous de la création, nous ne sommes pas tous créateurs. Et il ne faut pas que le créatif nous éloigne de la création. Je voulais réagir peut-être tous les deux, je ne sais pas si vous voulez, Pierre-Michel Menger, quelques mots, puis Rima Abdul-Malak. Oui, le problème de la Creative Nation, c'est une notion qui a été inventée dans les années 90 et qui a diffusé l'idée de transformer l'offre culturelle en l'élargissant et en anoblissant des pratiques et en disant vous trouverez dans plus de diversité de quoi à la fois modifier vos goûts ou votre comportement culturel, mais aussi en agrégeant des publics qui vont se fréquenter, qui vont se côtoyer. Et cette dimension-là a circulé ensuite en Europe, de l'Europe du Nord vers chez nous, et c'est une des grandes transformations qui a aussi permis de crédibiliser l'idée que la culture n'était pas simplement une dépense publique, mais que c'était aussi un investissement, que c'était un secteur d'activité qui occupe beaucoup de monde, évidemment avec ses dimensions industrielles d'un côté et ses dimensions, comme on dit, non-profit de l'autre. Mais voilà, et l'affaire des institutions comme la Philharmonie est au cœur, évidemment, de tous ces mécanismes, parce qu'elle doit déployer une offre qui est essentiellement non marchande, et il s'agit quand même qu'elle fasse tourner son budget, mais sur des principes différents d'une industrie, dans un secteur, la musique, qui est un secteur qui est profondément industrialisé. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais pensez à ce que produisent depuis toujours le secteur industriel de la musique, mais aujourd'hui les plateformes, l'intelligence artificielle s'en mêle, c'est un secteur avec des revenus qui peuvent être considérables. Taylor Swift est milliardaire, je ne sais pas si elle sera invitée à la Philharmonie, mais voilà, c'est quand même un changement d'échelle. Et la musique a comme particularité aussi de permettre à la planète entière d'être en quelque sorte sous contagion de la réputation d'artistes qui ont réussi à percer. Dans la musique classique, peut-être que c'est un peu moins violent, mais encore, dès le XIXe siècle, Miss Billington a gagné des sommes faramineuses, une cantatrice, et Alfred Marshall, un grand économiste, s'en est beaucoup amusé en disant, voilà, il y a une possibilité d'obtenir une réputation mondiale
avec le même niveau d'effort. Vous n'allez pas vous promener partout et les technologies aujourd'hui le permettent a fortiori. Voilà. Et cette tension entre plusieurs types de musique, évidemment, joue un rôle clé qui est peut-être en partie domestiqué par la nature de spectacle vivant qui permet de faire coexister des contenus extrêmement différents et d'éviter le simple choc entre les plateformes qui vous inondent de musique faite ou non par des intelligences humaines ou artificielles d'un côté, et des musiciens qui sont sur scène, et l'émotion même qu'est le concert est une émotion irremplaçable. Rima Abdulmalek, quand on s'est vu un peu pour échanger sur cette soirée, vous nous avez dit quand même sur cette histoire de démocratisation culturelle, en fait, quand on va un peu ailleurs, et vous avez travaillé notamment aux États-Unis, on se rend compte qu'en fait, on se fait un peu du mal avec cette question à toujours penser qu'on est mauvais, en fait. Pour autant, peut-être qu'on ne l'est pas tant que ça finalement, mais pour autant, est-ce que ça ne doit pas quand même rester un horizon de lutter contre les inégalités d'accès et les déterminismes sociaux qui quand même sont encore grandement à l'œuvre? Ah oui, oui. Moi, j'ai pu voir dans mes 4 années aux États-Unis à quel point nos institutions sont 1000 fois plus en avance que les institutions américaines en matière d'élargissement des publics, de renouvellement des formes, des pratiques, des usages, de rajeunissement. C'est sans commune mesure. Et l'exemple de la Philharmonie a été souvent un modèle pour ces institutions, comme un horizon qu'elles-mêmes essayent d'atteindre et qu'elles n'ont toujours pas atteint, alors même qu'elles ont une excellence artistique incontestable, des orchestres parmi les plus renommés du monde. Leur politique tarifaire est extrêmement chère, ça vient du fait qu'il n'y a pas de ministère de la Culture aux États-Unis et qu'il n'y a pas de subvention et que les mécènes ne suffisent pas à faire baisser les tarifs, même s'il peut y avoir quelques poches de places offertes, mais c'est très peu. Donc vous verrez beaucoup moins de diversité sociale et d'âge dans les salles aux États-Unis. Vous aurez des places extrêmement chères, vous aurez moins de diversité de programmation, vous aurez moins de quantité d'offres aussi. Enfin, ouvrez le programme de la Philharmonie, ouvrez le programme de Carnegie Hall ou du Met à New York ou d'autres grandes salles du Lincoln Center. C'est très maigre hein, à côté parce qu'ils ont des longues phases où il n'y a rien. C'est parfois aussi les mêmes concerts qui reviennent d'une année sur l'autre avec quelques usual suspects qu'on a entendus 10 fois. Donc il y a moins de renouvellement. Et donc voilà, je trouvais qu'on s'auto-flagellait un peu trop en France et qu'on n'arrivait pas suffisamment à porter cet atout, y compris d'en faire, en termes d'ingénierie culturelle, un produit, si je peux oser ce mot, pour voilà, transmettre à d'autres pays, et je crois que la Philharmonie le fait avec diverses demandes qui sont arrivées, ce savoir-faire, c'est un savoir-faire. La politique d'éducation artistique à la française et de penser une programmation en lien avec une politique des publics et pas de manière séparée, c'est un savoir-faire français, en fait, qu'on a su développer grâce à ce maillage entre l'État et les collectivités, grâce à des professionnels extrêmement engagés, grâce à des artistes qui sont passionnés par ces questions, grâce à des modèles comme la maîtrise populaire de l'opéra comique, comme énormément de projets qui ont dépassé ce qu'on imaginait être l'éducation artistique ou la médiation, l'orchestre Demos, etc. On a été très innovants en France parce que les professionnels l'ont été, les artistes l'ont été et que l'État et les collectivités ont accompagné ces mouvements. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à mieux valoriser cette expertise-là qui est unique au monde, honnêtement. Et sans doute continuer à innover, à inventer. Il y a effectivement bien sûr la politique tarifaire et vous nous rappeliez aussi précédemment, Pierre-Michel Menger, à quel point quand même c'est un facteur important, évidemment, le tarif. Il y a la programmation, sa diversité, sa qualité, et puis il y a la proposition et la manière dont elle est adressée. Et on va écouter un peu de musique. Là, un extrait d'un concert de l'Orchestre de Paris en septembre dernier, donné dans le cadre d'un nouveau festival, un festival inédit donc en début de saison, les Prums. Peut-être avant qu'on regarde, vous nous en dites quelques mots de cette proposition, Olivier Monteilly. C'est une proposition que nous avons piquée aux Anglais, mais qui était portée par un Français à son origine. Donc, on a repris un peu la référence, c'est les Prums, hein, c'est ça qu'on a piqué. Parce que tout le monde connaît pas forcément. Alors, on n'a pas la même ambition que les Anglais. Albert Hall, c'est très très grand. Le principe, c'est en effet d'offrir des places très accessibles avec des très grandes phalanges internationales,
les meilleurs. Et pour ce faire, d'élargir la jauge et de mettre du public debout devant la scène, avec des places à 15 € pour la Philharmonie de Berlin, pour l'Orchestre de Paris, pour d'autres formations internationales de premier plan. Et donc là, on va écouter un extrait de concert de l'Orchestre de Paris, dirigé par son directeur musical Klaus Makela. C'est la fin d'un Américain à Paris de Georges Gershwin que nous allons entendre. Et c'était donc le 11 septembre dernier, à la Philharmonie, dans la grande salle Pierre Boulez. On laissait un peu les applaudissements, pas seulement pour se faire plaisir, mais pour que vous voyez effectivement ce public qui était debout au parterre, puisque c'était effectivement ça, l'innovation, en l'occurrence, avec des places effectivement peu chères pour ce type de concert. Ce qui est intéressant, Pierre-Michel Menger, on parlait plutôt un peu des hiérarchies, voilà, savants, populaires, etc. C'est que dans ces concerts, dans ce cadre-là, donc des Prums, là on a entendu du Gershwin, mais il y avait aussi de la musique contemporaine, des œuvres de musique contemporaine qui n'ont pas vidé la salle, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas parti à ce moment-là. Et ça, c'est quand même intéressant, et je sais que vous y tenez, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, parce que évidemment que la musique contemporaine, c'est vraiment le summum de ce qu'on considère être inaccessible dans la musique. C'est en tout cas voilà, ce qu'on pense souvent. Et la question, précisément, c'est comment on peut accompagner, favoriser l'intelligibilité, et finalement pour arriver aussi au plaisir et comprendre qu'il y a aussi du plaisir là. Et que, oui. Je voudrais juste couper la parole, Pierre-Michel, juste pour une précision. En fait, ce n'est pas une idée révolutionnaire, mais elle circule depuis très longtemps. On a toujours eu peur d'une chose, c'est que le public, non pas ne vienne pas, parce qu'on pensait qu'il allait venir, et il est venu. On a battu les records de fréquentation d'un concert classique, mais qu'il se tiendrait mal, en fait. Un jeune public, nouveau public, debout, qui serait bruyant, qui gênerait les musiciens, etc. Et il s'est passé exactement l'inverse, quel que soit le répertoire, quelle que soit la difficulté du répertoire. Je voulais juste donner cette précision. Je peux rajouter juste un détail. Je crois que c'est Kant qui dit « le plaisir esthétique est augmenté s'il est partagé ». On le voit bien ici. Et c'est une magnifique démonstration. Les affaires de musique contemporaine,
Il faut comprendre que chaque période ou chaque époque a son degré de rupture ou de cumul avec le passé. Quand Pierre Boulez a commencé sa carrière, il a voulu rompre avec le passé de manière assez radicale. Évidemment, il a entraîné avec lui toute une génération de compositeurs qui ont rompu avec le langage qui était celui du répertoire qui est joué massivement par les grands orchestres nationaux et internationaux. Et donc, ce n'était pas facile de relier une musique de rupture avec un répertoire, surtout quand cette musique de rupture est en plus écrite pour des ensembles instrumentaux tout à fait particuliers. Et la tension a été très forte entre musique contemporaine et musique du répertoire à ce moment-là. Et puis progressivement, les choses se sont transformées, les générations de compositeurs travaillent différemment avec le passé, avec l'idée de rupture, avec l'idée que la musique doit progresser par rupture ou non par rupture. Et donc, de l'autre côté, progressivement aussi, l'écosphère ou le système auditif et l'ambiance musicale à laquelle sont exposés tous les mélomanes ou tous les auditeurs s'est lui-même enrichi de la connaissance progressive de musique qui n'était pas strictement des musiques du répertoire du passé. Il y avait eu aussi la révolution de la musique baroque. Autrement dit, on jouait sur une gamme de musiques différentes et cet enrichissement de l'écosystème sonore, en quelque sorte, a permis peu à peu d'acclimater l'idée que la nouveauté n'était pas systématiquement quelque chose d'effrayant, et donc la tolérance augmentait. En même temps, Boulez avait joué un rôle considérable, et je l'ai enquêté grâce à lui d'ailleurs sur son public. Il a joué un rôle considérable pour dire si la musique est considérée comme difficile ou perçue comme difficile, ne vous impatientez pas trop vite. Si je suis là, je peux vous dire que je peux garantir que c'est une musique qui peut avoir son intelligibilité. À vous d'exercer évidemment aussi vos préférences. Ça peut vous plaire ou ne pas vous plaire, ou à un moment donné vous impatienter, mais ne la rejetez pas immédiatement. Sachez être tolérant et surtout pratiquer ce qu'en éducation on appelle aussi la gratification différée, c'est-à-dire le plaisir n'arrive pas instantanément, il est augmenté s'il est cultivé de manière assez systématique et sur un long terme, et au bout du chemin, à un moment donné, vous obtiendrez un degré de plaisir qui sera beaucoup plus sophistiqué, mais aussi beaucoup plus gratifiant que si vous voulez le juger instantanément. Et là, c'est une sorte d'économie de l'attention sur le long terme qui est extrêmement puissante, parce qu'elle dit quelque chose. Elle dit aussi quelque chose sur le fait que la musique est une bonne drogue, une addiction rationnelle en quelque sorte, que vous pouvez cultiver ce plaisir-là parce que vous apprenez progressivement, parce que vous raffinez votre écoute, votre plaisir, vous découvrez sans arrêt des choses nouvelles. Et un des grands plaisirs de l'existence, c'est d'apprendre sans arrêt, y compris dans les arts, et de nourrir ça, mais pas de manière erratique, de manière parfois assez systématique, pour avoir le sentiment de progresser et de comprendre plus après qu'avant, non pas en opposant simplement l'émotion et la connaissance, mais en les mélangeant. Et c'est une drogue qu'on peut commencer jeune, puisque, en plus, évidemment, que la musique qui est quand même extrêmement présente dans nos vies, on en écoute beaucoup, et même de plus en plus, d'après ce que nous disent les chiffres. Après, est-ce qu'on va l'écouter au concert? Ça, c'est effectivement autre chose, mais en tout cas, elle est présente partout. Et puis, on la pratique de manière beaucoup plus facile, ou en tout cas accessible que d'autres arts. Elle est à l'école, on peut juger que bien ou pas bien, mais en tout cas, elle y est. Il y a un réseau de conservatoires, vous en parliez, d'écoles de musique, etc. Donc, elle est accessible. Et ça, cette question de la pratique, vous disiez plutôt, Olivier, on peut rappeler effectivement que l'éducation par la pratique, notamment, est dans le projet depuis le début de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, que le département éducation finalement attire autant de monde que les concerts et spectacles. Et ça, c'est aussi quand même une question importante quand on parle de l'écoute et des publics, c'est qu'une des voies possibles, c'est la pratique, en fait, jeune avec un effet d'entraînement sur les familles. Et ça, c'est ce que vous appelez, vous avez théorisé ça en parlant de génération Philharmonie, mais c'est ça l'idée. Il y a une génération Philharmonie par la pratique, mais il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a les ateliers Philharmonie des enfants, plus tous les ateliers. Il y a 50 orchestres
de plus de 100 musiciens répartis sur tous les territoires français que l'on pilote, c'est les orchestres d'Emos. On est en train de faire la même chose avec le programme Eve pour la voix. Et donc, il y a des réunions spontanées d'amateurs à la Philharmonie qu'on encourage, qu'on organise. Et donc, il y a une génération. Pourquoi? Parce que des jeunes qui se sont emparés du territoire qui est le leur à présent de la Philharmonie parce qu'ils ont appris, ils ont suivi les ateliers. À un moment donné, ils arrivent à 18-20 ans, ils sortent, ils restent sur le territoire, ils vont dans la salle de concert, il n'y a plus d'ateliers. Il y a une trajectoire naturelle qui s'opère par la pratique et qui va leur permettre de rester à la Philharmonie. Rima Abdul-Malak, sur cette question de la pratique, vous avez eu comme ministre de la Culture, vous avez bien connu le pass culture, bon, qui a pu être critiqué, qui n'est plus exactement ce qu'il était, mais en tout cas, vous nous disiez que dans les usages qui en étaient faits, il y avait notamment, en fait, une proportion quand même assez importante du pass culture était utilisée pour l'achat ou la location d'instruments de musique, donc pour la pratique. Oui, oui, complètement. Ça a été une des surprises, en fait, des premiers chiffres à la généralisation du pass culture. Parmi les acteurs culturels les plus satisfaits du déploiement du pass culture, il y avait les boutiques d'instruments de musique qui ont été prises d'assaut alors, la guitare reste l'instrument number one, mais il y avait aussi des micros, du matériel d'enregistrement, des flûtes, d'autres types d'instruments. Et donc, on a vu quand même un engouement aussi. On a développé la partie cours, pratique collective de la musique et des tremplins musique pour les jeunes du pass culture qui ont eux-mêmes envie de s'exprimer. On en a fait un, par exemple, pendant la fête de la musique, place du Palais Royal, sous les fenêtres du ministère, avec un jury de journalistes et de critiques musicaux. Je me souviens de Priscilla, une jeune d'Île-de-France qui réalisait son rêve et qui avait pu avoir ensuite son morceau qui était passé sur France Inter, et ça avait changé sa vie cette journée. Tout ça parce qu'elle avait, voilà, s'était donné confiance grâce au pass culture par rapport à sa propre expression musicale. Et on a développé aussi des partenariats avec les festivals de musique, qu'ils soient musique classique ou musique actuelle, pour qu'il y ait des groupes de jeunes qui soient en immersion pendant quelques jours auprès de ces festivals, qu'ils voient les coulisses, qu'ils rencontrent les artistes, qu'ils voient aussi comment les choses se montent en termes de métiers techniques, de production, etc., qu'ils voient toutes les facettes de la vie d'un festival. Et ça aussi, ça a créé des vocations. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'expérience, que la pratique, c'est une expérience, l'écoute, c'est une expérience. Et comment on offre différentes modalités d'expérience. Quand je vais à la Philharmonie voir un match de rugby avec des orchestres de très haut niveau qui jouent en direct sur les images d'un match en direct, waouh, c'est impressionnant, les gens sont debout, sont déchaînés, et en même temps la musique nous porte, et ce match est inoubliable, pas parce que le match était inoubliable, parce que la musique était inoubliable aussi. Ou quand on assiste à un ciné-concert d'un film de Demy magnifiquement restauré et que le concert joue en direct, le film prend aussi une dimension démultipliée. Et donc c'est ce type d'expérience d'écoute, quand on arrive à avoir cette écoute augmentée en quelque sorte, où tous nos sens sont en éveil et où on est accueilli dans une institution qui nous fait vivre quelque chose de différent. Et pour les jeunes, je crois beaucoup aux premières fois. Donc je rebondis sur les prums, là c'était les prums, les premières places, mais c'est aussi l'idée de la première fois. C'est comme en amour, il faut que la première fois soit quand même réussie pour qu'on ait envie de la deuxième fois. Et de cette, comment vous avez dit, j'ai adoré cette formule de la graduation. Voilà, mais que la première étape doit être quand même la bonne pour... Et donc, il faut que la première expérience d'écoute ou de pratique soit réussie. Moi, personnellement, ma première expérience de pratique de flûte à bec arrivant du Liban en classe au collège, ça m'a plutôt effrayée de la musique qu'autre chose. Si j'avais eu la chance d'avoir la Philharmonie, des expériences comme celles qui ont été proposées, peut-être ça m'aurait amené ailleurs. Donc je me suis dirigée plutôt vers le métal que la musique classique, et mon premier concert c'était les Guns N' Roses à la Altony Garnier, mais je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était cette expérience collective d'une émotion, d'une décharge d'émotions électriques tous ensemble. Et c'est ça finalement la musique. Si on n'arrive pas à toucher cet endroit où on se soulève du sol mais on se relie aux autres par cette émotion commune,
on n'arrivera pas à passer à la deuxième fois. Et donc, il faut qu'on explore et qu'on fasse confiance aux artistes et aux professionnels pour explorer toutes les modalités d'expérience d'écoute et de pratique. Et d'arriver peut-être aussi à transmettre ça. Et Pierre-Michel Menger, on arrive là bientôt au bout, mais cette dimension-là, elle est quand même très importante. Vous, quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez quand même dit, moi, la découverte de la musique classique a fait basculer ma vie. Est-ce que c'est pas ça qu'on doit raconter aussi beaucoup, en fait ? Oui, c'est vrai que quand j'ai découvert la musique classique, un peu trop tard pour la pratiquer moi-même sur instrument, mais dans ma petite ville où il y avait 0 concert à l'époque, quand même, le paysage culturel français a incroyablement changé en 50 ans. Il faut réaliser ça. On peut toujours se lamenter sur ceci ou cela, mais il faut quand même aussi sortir le drapeau de temps en temps en disant qu'on a fait des choses et qu'elles ont produit des résultats spectaculaires. C'est vrai. Et moi-même, je n'ai pas bénéficié de ça, mais j'ai pris mon vélo, je suis allé en Allemagne acheter des disques parce qu'il n'y en avait pas dans ma ville de Forbach, et quand j'ai découvert la musique, et c'est un cheminement. Il faut accepter l'idée qu'il y a des pratiques qui augmentent le plaisir quand vous cheminez, quand vous avez un investissement de long terme. Évidemment, le plaisir doit arriver avec, mais la musique a une qualité extraordinaire, c'est qu'elle touche autant l'intellect que la sensibilité. Lévi-Strauss a écrit, qui a été professeur ici, a écrit des pages extraordinaires au début du Cru et le Cuit sur ce thème-là, et c'est une vérité extraordinairement profonde. La musique est un art qui est à la fois très logique, même dans ses formes assez simples, il est très logique, c'est un langage, et en même temps c'est un flux de sons qui vous rentre dans le corps directement, et ça c'est extraordinaire. Et j'en ai gardé moi-même, on a travaillé ici, on travaille beaucoup sur l'éducation, y compris sur des domaines difficiles comme les mathématiques. Les mathématiciens sont souvent d'extraordinaires musiciens. Je me souviens de revenir un soir dans mon école normale supérieure qui est pas loin d'ici et entendre tout d'un coup depuis le théâtre au sous-sol monter les variations sur un thème de Handel de Brahms, et je suis descendu, c'était un mathématicien qui jouait ça et qui pratiquait ça avec une sorte de volupté extraordinaire. On a passé la nuit à égrener tout son répertoire. Autrement dit, ce plaisir-là, c'est un plaisir qu'il faut savoir cultiver longuement et avec toute la diversité nécessaire. Évidemment, il faut des appuis et il faut pouvoir être confiant dans l'institution qui vous l'offre parce qu'elle peut vous guider aussi. Et la valeur éducative de la musique est irremplaçable, absolument irremplaçable. Olivier Monti, pour conclure peut-être sur cette question justement du plaisir et avec humilité, évidemment, parce que non, la musique classique ne va pas changer la vie de tout le monde. Il y a quand même beaucoup d'autres choses qui peuvent entrer en compte. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée-là et peut-être aussi ce récit-là à faire. Et c'est le pari notamment des orchestres d'Emos quand même, mais de se dire qu'il y a quelque chose, oui, du plaisir et de la compréhension et du plaisir qu'on tire du fait d'avoir compris. Et que finalement l'écoute et comment on arrive à être public, c'est peut-être aussi tout simplement en disant ça, en multipliant les exemples de ça, en racontant des itinéraires de personnes qui ont vécu ça. Voilà. Quelle est la question ? C'est pas une question, c'est un mot de conclusion sur cette question du plaisir. Voilà, c'est pour laisser le mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin. Là. Ah, parce qu'on arrive à la fin. Sur la pratique... on en a parlé sur l'enthousiasme, c'est ça, des orchestres. Oui, et puis le plaisir, et puis de rappeler que comme Pierre-Michel Menger, on peut avoir la musique peut changer la vie de certaines personnes. Ce qui ne veut pas dire devenir musicien professionnel, du reste. Hein, ça peut être autrement. Donc, peut changer la vie de certaines personnes, oui, bien sûr. Alors ça change nos vies, etc. Pardon. Peut changer la vie de la société, peut aller beaucoup plus loin. Je prends l'exemple de Dépose, par exemple. Si vous prenez 80, ça y est, j'ai compris là. 80 communes de moins de 800 habitants, en exemple, je prends souvent cet exemple de Centre-Bretagne. Vous savez, les littoraux de la Bretagne sont très fréquentés, très pourvus, très attractifs. Le centre de la Bretagne est abandonné, est oublié. Et on a installé des orchestres d'Emos ici, et on permet à 80 communes de moins de 800 habitants de travailler ensemble, de se rattacher
pour organiser des répétitions, pour organiser des concerts, ça devient d'ailleurs très plurigénérationnel cette affaire. Les adultes participent et en fait il y a des covoiturages qui s'organisent et des contacts qui se font, des gens seuls qui ne le sont plus, et il y a toute une organisation sociale, sociétale qui s'installe par la musique, par la pratique, et qui change, oui, une société dans des endroits qui sont souvent oubliés par la musique. Donc voilà, c'est des exemples qui dépassent même le plaisir. Je cherchais la bonne idée de fin. Que l'histoire réinvente régulièrement les moyens d'associer une communauté, sa sociabilité et ses pratiques. Les orphéons au XIXe siècle, les chorales qui peuvent être une tradition extraordinairement vivante, les orphéons aujourd'hui aussi, des ensembles instrumentaux avant notamment, qui peuvent être aussi des pépinières de recrutement de musiciens d'orchestre. Ça a une importance considérable. Maurice Agulon, qui a aussi été professeur d'histoire ici, avait un collègue qui travaillait sur ces questions-là et lui-même avait organisé un magnifique séminaire sur le sujet des orphéons et sur toutes les valeurs cruciales qui étaient incarnées dans ces pratiques de sociabilité et de plaisir collectif. Il y a un article fameux d'un sociologue allemand et américain qui s'appelle Alfred Schütz qui dit « Making music together », faire de la musique ensemble. Et ça, c'est un des ressorts extraordinaires du plaisir. Ça n'est pas un plaisir singulier qu'on cultive tout seul, même s'il faut le faire, mais le plaisir d'être ensemble, la musique ensemble, est un plaisir beaucoup plus grand, et à la fois en apprentissage et en pratique. Et en écoute. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Rima Abdul-Malak, Olivier Mantéi, Pierre-Michel Menger. On rappelle donc que ce cycle se poursuit jusqu'à fin mars et le prochain rendez-vous, c'est le 2 décembre pour une masterclass avec Thierry Esquèche qui sera au piano et qui vous parlera donc de composer aujourd'hui. C'est le 2 décembre à 18h30. Merci beaucoup et bonne soirée.